Bonjour, alors dans mon premier vidéo, je présentais l'ensemble de mon système d'eau de pluie en résumé, disons. Dans cette deuxième vidéo-là, je vais présenter en détail la conception et la construction de tout le système. Donc, d'abord, pourquoi faire un système d'eau de pluie? Ben, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question d'essayer de respecter un peu plus l'environnement. Puis en même temps, c'est un projet qui est franchement intéressant. C'est simplement l'eau et la gravité qui fait tout. Donc, je voulais faire un système qui serait efficace pendant plusieurs années, qui n'aurait pas beaucoup d'entretien. Alors, je pense que c'est réussi, donc je vais vous présenter en détail les étapes que j'ai parcourues pour y arriver. Donc, en premier, voici ma maison au début quand on l'a acheté. Donc, le toit était à refaire, les gouttières étaient à refaire, le terrain était assez à refaire aussi. Donc, on a commencé par remplacer la toiture par du nouveau bardeau. Et ensuite, on a commencé à étudier la possibilité de remplacer les gouttières, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser au système d'eau de pluie. Donc, on voit un peu comment la maison est faite. Il y a plusieurs pans de toit, il y a des gouttières un peu partout. Donc, je réfléchissais aussi à quel endroit placer les bacs. Il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous autres, mais en regardant un peu ce qui se faisait sur YouTube, ça m'a donné des bonnes idées. Donc, mon voisin avait un tas de briques aussi à donner, donc ça a été quelque chose qu'on a réutilisé pour essayer d'économiser des matériaux de construction. Et finalement, c'est sur ce côté-là de la maison qu'on a choisi d'installer le système d'eau de pluie pour la hauteur du mur qui était quand même assez intéressante. Vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Donc, un coup qu'on se lance dans le projet, la première chose que j'ai faite, c'est regarder probablement une trentaine d'heures de vidéos YouTube de gens qui faisaient des do-it-yourself rainwater harvesting system. Ma référence principale, après avoir tout regardé ça, c'était un YouTuber qui s'appelle Trenton Kaminski. C'est lui, d'après moi, qui avait le meilleur système d'eau de pluie sur YouTube. Et, fait que je me suis inspiré beaucoup de ce que lui a fait, puis je pense que je l'ai encore amélioré. Donc j'ai commencé par faire un plan, en fait plusieurs croquis, plusieurs plans, mais je voulais vraiment pas y aller au hasard, là. Je voulais calculer un peu mes affaires pour savoir combien d'eau j'allais avoir. En haut à droite, vous voyez le plan du toit. Donc, une fois les gouttières réarrangées, j'ai calculé que j'allais recueillir 100 mètres carrés. En fait, j'allais drainer 100 mètres carrés de toiture avec mes nouvelles gouttières. Ensuite, si je regarde les statistiques d'Environnement Canada, je savais combien de millimètres de pluie en moyenne il tombe pendant, mettons, les 6 mois où le système d'eau allait être en fonction. Donc, en fait, c'est assez simple finalement, c'est qu'il tombe en moyenne dans la région de Montréal 20 millimètres de pluie par semaine. 20 millimètres fois 100 mètres carrés, ça donne 2000 litres par semaine. Donc c'était la base. En fond, moi je me suis dit, à chaque semaine, je vais ramasser 2000 litres d'eau en moyenne, on s'entend, puis je vais l'utiliser pour arroser la pelouse. Donc je voulais pas accumuler plus que 2000 litres d'eau. Le but, contrairement à d'autres YouTubers, c'est pas d'avoir le plus d'eau possible, c'est de l'utiliser. Ça sert à rien d'avoir 4, 5, 6 000 litres d'eau si tu t'en sers pas. Donc c'est ça. Alors, 2000 litres d'eau. Alors, les gros bacs que j'ai achetés, c'est des totes de 1000 litres chacun, donc 2000 litres. Donc ça, c'était la base pour la quantité le volume d'eau accumulé. Ensuite, il y a le First Flush Diverter System. J'irai pas trop dans le détail, là, il y a tellement de vidéos là, sur YouTube qui expliquent comment faire ça. Mais bref, je me suis quand même documenté à savoir c'était quoi la quantité d'eau qu'il fallait accumuler dans ça. Puis les références disent entre de 0,2 à 2 millimètres. Le premier, mettons 0,2 à 2 millimètres de pluie qui tombe sur le toit, on le scrape. Fait que fois 100 mètres carrés, ça donnait à peu près 100 litres d'eau à gaspiller. Puis je pense qu'à la fin, j'en ai, je pense, 60 ou 70 avec ma grande colonne de 6 pouces que je vais vous montrer un petit peu plus loin. Donc ça aussi, c'est des choses que j'ai pas laissées au hasard. Je l'ai quand même étudié un petit peu avant. Donc par la suite, il y a eu plusieurs croquis, plusieurs versions, plusieurs versions de la plomberie a l'air de quoi. Mais finalement, ce que j'ai choisi, là, c'est vraiment d'essayer d'utiliser le maximum de hauteur de mon toit pour avoir le plus de pression dans ma plomberie finalement. Donc ça, c'est le plan final que j'ai utilisé. Donc j'ai pris le niveau de la piscine. J'ai choisi aussi l'élévation de mes bacs pour que quand il déborderait, il pourrait se vider dans la piscine. Donc, c'est vraiment pas des choses que j'ai laissées au hasard, puis je pense que ça paye à la fin. Donc, un coup que le plan était fait, c'était le temps de changer de gouttière. Donc, le timing était bon parce que comme ça, je pouvais inverser les pentes de certaines gouttières pour amener l'ensemble de l'eau à l'arrière de la maison.
Donc la seule eau que je recueille pas, c'est celle qui est au-dessus du garage à droite, qui elle, le toit est juste trop bas, puis c'est trop loin des bacs pour que je puisse espérer le recueillir. Fait que ça, c'est de l'eau qui est perdue. Puis ça représente seulement 25% de la surface du toit. Donc c'est quand même pas si pire. Donc voici de quoi ça a l'air les gouttières. Donc il y a des grilles pour protéger contre les feuilles partout. Et ensuite, ben là, il y a la grande pente là, de l'avant vers l'arrière qui était un, un, un pari finalement à prendre. Parce que l'idée c'était quelle pente est-ce que je donne là pour pas que. Parce que l'hiver, si il y a de la neige à fond, ça coule dans la gouttière, ça se pourrait que l'eau argèle dans la gouttière puis que ça finisse par s'accumuler puis à éclater. Mais j'ai gagné mon pari parce que après 2 hivers, ça a toujours pas montré aucun signe de gel ou quoi que ce soit. Probablement même parce que c'est la façade qui est exposée au soleil. Donc il n'y a pas y a pas de glace qui se fait là-dedans. Fait que les deux côtés sont connectés, avant et arrière. Puis je peux vous dire que quand il pleut là, ça sort en tabarouette. Là. C'est 100 mètres carrés de toit qui se drainent à la même place. Donc c'est quand même un fort débit. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'arrive là avec une grande hauteur. Fait que j'ai beaucoup d'hauteur avec laquelle travailler. Allons-y maintenant avec les fondations. Donc voici le terrain avant le début du projet. Donc les gouttières étaient faites, puis là maintenant tout le reste était à faire. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est défricher légèrement, puis j'ai rentré quelques mètres cubes de terre pour essayer de me faire un certain niveau. Vous remarquerez que la pente des fondations est vers l'avant, et ça c'est voulu. C'est pour s'assurer que les bacs se vident au complet, que je n'avais pas à les soulever manuellement pour vraiment les vidanger en entier. Donc j'ai compacté la terre, mais tu sais, c'est sommaire, je veux dire, c'est pas des fondations professionnelles, disons, là. Mais c'est pas grave, je pense que les bacs pardonnent puis sont capables de prendre les tassements qu'il va y avoir après. Ensuite, j'ai réutilisé les blocs de pierre de mon voisin qui étaient à donner. Puis je me suis construit comme, si on veut, deux murs avec ça. 2 sets de murs. Là. Puis une zone à gauche pour toutes les, disons, la tuyauterie finale, là, la pompe, etc. Donc, comme vous voyez, pendant les travaux, il pleuvait abondamment. Donc, c'est des fondations qui sont... Ben, c'est très correct. Je pense que ça a fait la job en masse. Bon, puis ce qu'on remarque aussi, c'est que le bac de droit va être plus haut que le bac de gauche, les fondations, même chose. C'est pour donner une pente au PVC à l'avant, pour vraiment, encore une fois, s'assurer que tout se draine. Il faut qu'il y ait des pentes partout. On ne veut pas garder aucune eau nulle part. Puis à la fin, j'ai remblayé au centre des espèces de 2 périmètres parce que je voulais pas qu'il y ait de moufettes ou whatever qui viennent s'installer en dessous des bacs. Passons maintenant au réservoir 2000 litres. Donc, je les ai achetés sur Kijiji. C'est des réservoirs de qualité alimentaire, grade alimentaire. Je vais revenir à la fin du vidéo avec les prix de tout ça. Donc, le gars il est venu livrer ça chez nous. C'était bien facile. Mais le bout plus compliqué, c'est quand c'est le temps de les emballer. Donc, pourquoi qu'on emballe les bacs? C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas beaucoup d'algues qui se forment dans les bacs. Puis honnêtement, ça marche très bien. L'eau qui sort est assez claire, même si ça fait 2 semaines qu'il est dedans. Donc ça, j'ai acheté la toile chez Rona. C'était le papier, le plastique le plus épais qu'il y avait. Mais j'en ai quand même mis 3 couches d'épais. Tu sais, avec une flashlight, une lampe de poche, on se met à travers les 3 épaisseurs, puis à un moment donné, on voit bien que la lumière passe pas du tout. Donc, pour emballer ça, c'est pas évident. Donc, il y a des vidéos qui expliquent comment le faire. Donc, on fait de son mieux, disons. Donc, ça prend un orifice pour le capuchon sur le dessus. Le capuchon sur le dessus, si vous êtes opportuniste, vous allez vous assurer qu'il soit fileté à l'intérieur. Donc, ça va permettre tantôt de connecter le PVC plus facilement. J'ai essayé qu'il y ait le moins de fitting custom à faire, là, puis vraiment, ça a bien été pour ça. Même chose pour la sortie en bas. Celle-là, malheureusement, j'ai pas choisi la bonne. Il y en a qui sont filetés qui auraient été peut-être plus efficaces. Je vais revenir un peu tantôt. Donc, on rentre les bacs dans la cage et ensuite, les bacs sont prêts à être installés sur les fondations. Donc, en se remplissant, je m'attends à ce que les bacs se tassent un peu, là, tassent un peu les fondations, puis tout devrait être bien. Il faut remarquer que le niveau que j'ai choisi, la hauteur que je les ai choisis, c'est pour être sûr qu'on puisse mettre l'espèce d'arrosoir en dessous, que les enfants soient capables de remplir les arrosoirs manuellement. Donc, si je l'avais mis directement au sol, j'aurais pas eu cette possibilité-là. Donc, voici les fondations terminées avec la petite partie à gauche pour les équipements. Et on est prêt à passer à la prochaine étape. Les bacs sont installés, les fondations sont là. On va passer maintenant à la plomberie. Donc, la plomberie, c'était de loin la partie la plus compliquée de tout mon projet
bac de récupération d'eau. Plus compliqué et la plus chère, malheureusement. Donc la plomberie, c'est pas quelque chose qu'on laisse au hasard. Il faut y penser d'avance. Ça prend un plan, ça prend une liste de matériaux. Pour ma part, j'ai fait affaire avec la compagnie Wolseley, qui est c'est un magasin de plomberie, là. Donc, eux m'ont aidé à comprendre comment ça fonctionnait le PVC, les fittings, les, euh, le filetage, etc. Donc, dans mon autre vidéo, je montre un peu le chemin là, où est-ce que l'eau suit. Puis vous pouvez voir un peu la quantité de pièces différentes qu'il y avait à faire. Si j'avais recommencé, je prendrais moins de pièces filetées et plus de pièces collées parce qu'au niveau de l'étanchéité, c'est plus simple avec les pièces collées. Mais ça prend quand même des endroits où où est-ce qu'on peut en fait démonter le système pour l'entretenir. Donc c'est important de laisser des unions un peu partout là, pour être capable de le démonter. Donc ça, c'est ma liste de pièces que j'ai préparées avant de commencer mon magasinage. Je suis retourné à peu près 5 fois au magasin de plomberie là, pour acheter des pièces qui ne fitaient pas ou qui étaient pas, en tout cas, qui étaient pas adéquates. Donc je vous dis, c'est quand même quelque chose de compliqué, puis ça vaut la peine d'y réfléchir avant de se présenter au magasin. Donc lorsque j'ai commencé la plomberie, ben, dans le fond, j'ai dévié à gouttière, puis il faut le faire comme il faut parce qu'on ne veut pas avoir une inondation sur le bord de la maison. Ça serait quand même désagréable. Donc voici le chantier de plomberie. Alors on commence par tout couper les pièces, une à la fois, puis on fait l'assemblage complet sans coller. Donc c'est important de faire ça là, pour s'assurer que tout fit. Puis c'est pas si simple que ça. Donc je suis allé une section à la fois. Euh, Heureusement, tout fit bien quand on planifie bien quelle pièce utiliser. On est correct. Donc ça a bien été pour ça. J'ai pas eu vraiment de surprise. C'est sûr que la colonne qui est là, c'est quand même assez lourd à manipuler. Un coup plein d'eau, c'est encore pire. J'ai eu une surprise avec les tôtes. Moi, je pensais que ça, c'était fileté. Mais c'est pas ça. C'est juste pour tenir un petit capuchon. Donc ça, c'est fait pour un adapteur banjo là, qui se clip. Donc ça, encore là, si vous suivez l'autre YouTuber que je mentionnais au début, il explique tous les adapteurs, c'est quand même bien fait. Mais il y aurait eu moyen de prendre un adapteur fileté là, directement pour le PVC, puis ça, je ne l'ai pas fait. Donc ça, cet adapteur-là, il se trouve sur YouTube. Puis finalement, en ayant ça, ben, j'ai cancellé les unions qui étaient censées être à la sortie des totes. Parce que ça, je peux les déclipper, puis désassembler. Fait que c'est, en fond, en même temps, ça remplace une union. Fait que c'est quand même un mal pour un bien, finalement. Dans les autres pièces spéciales, bon, ben, comme je vous disais, le capuchon est fileté intérieur. Donc ça, c'est bien. J'ai placé une union là pour être capable de démonter le tuyau qui s'envoie dans le premier bac. Par contre, ça prenait pas mal de téflon où est-ce que je mets mon doigt parce que c'est pas exactement le même type de filet, mais quand même, ça se visse très bien. Fait qu'un coup, avec pas mal de téflon, ben là, ça devient étanche. Fait qu'après ça, tout ce que je fais, c'est que je dévisse l'union sur le dessus, puis mes bacs sont libres. Fait que je peux les vider, je peux faire ce que je veux avec, s'il faut, je les entretienne. Ici, on a, dans le fond, sur le dessus de l'union, on va venir visser un autre connecteur PVC 3 pouces. En fait, dans toute ma conception, ce que j'ai assumé, c'est que vu que je draine beaucoup de mètres carrés de toiture, quand il va pleuvoir beaucoup, il ne faut pas que le système refoule. Donc, j'ai pris comme hypothèse de tout concevoir en 3 pouces de diamètre. Et puis à date, ça a quand même fait ses preuves. Fait que jusqu'à temps qu'on arrive au bac, tout est en 3 pouces. Et ça peut refouler dans la piscine en 3 pouces. Maintenant, quand on est dans les bacs et après, c'est en 2 pouces. Pourquoi? Parce que, dans le fond, s'il pleut très fort, au pire, ça refoule dans la piscine. Même si ça refoule des bacs, c'est pas trop grave, tu sais. Puis après ça, ben, la sortie de 2 pouces après les bacs est en masse. Puis avec les sorties des bacs de 1000 litres, ça serait poche d'avoir à se remettre en 3 pouces. En fait, on perdrait des pièces pour rien. Fait que bref, tout ce qui est avant est en 3 pouces, puis ce qui est après est en 2 pouces. Après les bacs, c'est en 2 pouces, avant les bacs, c'est en 3 pouces. Donc ici, on voit un petit peu la séquence en dessous. C'est l'adapteur banjo avec un femelle PVC fileté. On passe maintenant au premier remplissage. Donc, j'ai juste mis la hausse à jardin en avant dans la gouttière pour commencer à tester. À cette étape-ci, pour toutes les prochaines secondes, minutes qui s'en viennent, là, il n'y a rien de collé encore. Donc, c'est juste pour voir si tout se comporte comme je pense avant de finaliser puis coller. Donc là, en premier, l'eau arrive dans la grande colonne et se vide en bas. C'est ce qu'on souhaite. Donc, vous avez vu, j'ai un petit ballon rose qui est dans le fond, qui vient, lui, va monter dans la colonne et va venir bloquer la turbulence en haut. Okay, c'est facultatif, mais je le fais parce que c'est le fun.
Fait que là, rendu en haut, ben, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'eau avait tendance à s'en aller dans la suite de la plomberie avant d'aller dans la colonne. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté une espèce de déviateur comme ça en aluminium pour s'assurer que l'eau en premier elle descende verticale comme ça. Ok, qu'elle s'en aille directement tout droit. Parce qu'avant ça, elle venait rebondir sur le côté. Et c'est de l'eau qui était comme pas encore passée au first flush. Donc ça, c'est pas quelque chose que je voulais. Fait qu'un coup, on voit un peu la pression d'eau parce que la colonne est pleine. Et là, après ça, ben ça y est. Là, la colonne d'eau est pleine. L'excédent commence à couler vers la droite. On connecte en haut. J'ai une espèce d'union en plastique pour être capable de le démonter si requis. J'ai l'eau qui arrive en bas ici. Le capuchon, lui, c'est un capuchon qui est comme permanent pour toute l'année. Et lui, on le défait pas. Il y a un entretien final à la fin de l'année, c'est tout. Fait que l'eau remonte là, puis par gravité, on capture une partie des sédiments qui vont s'accumuler. Donc voilà, j'ai l'eau qui monte ici. Puis un coup qu'elle atteint la partie de PVC horizontale, ben là, elle va s'en aller vers les bacs. Donc c'est ici que j'ai un filtre en bas de nylon. Initialement, je l'avais mis serré là, à cet endroit-là où est-ce qu'il y a l'union en plastique. Malheureusement, ce qui arrivait, c'est que quand il pleuvait trop fort, ça refoulait par l'entrée du tuyau de 6 pouces, donc au début. Ça, c'est simplement parce qu'il y avait trop de restrictions là, puis l'eau n'était pas capable de pousser à travers le bas de nylon quand il était encrassé, si on veut. Donc, pour résoudre ce problème-là, ce que j'ai fait, je l'explique dans le premier vidéo, c'est que j'ai mis le bas de nylon plus lousse, puis pour avoir plus de surface de transfert. Puis ça a bien fonctionné à date. Quand ça se met à refouler, c'est simplement parce que le bas de nylon est vraiment plein de crasse. Fait que là, il faut que je le nettoie, puis c'est tout. Donc, une fois que tout est conforme, on marque les pièces au crayon. Ça, c'est un ami qui m'a donné ce truc-là. Donc, on fait des croix à chaque union parce qu'un coup qu'on commence à coller ça, il faut vraiment la replacer à la bonne position, mais aussi dans la bonne rotation, si on veut, dans le bon angle. Parce qu'après ça, s'il y a quelque chose de croche, ça ne refitera jamais, c'est impossible. L'autre truc que je peux vous donner, c'est que soyez prêts quand que vous mettez à coller ça, parce que surtout la colonne de 6 pouces, c'était l'enfer. D'abord, c'est dur à rentrer, puis tu as quelques secondes seulement, puis si tu manques ton coup, ben ça vient de te coûter une coupe de 100$ pour une colonne manquée. Donc, il faut être prêt, mais ça se fait bien. Un coup que c'est collé, c'est solide à mort. Donc, il va avec la phase de test. Donc, on commence avec une grande pluie. Comment le système se comporte pendant une grande pluie. Donc, j'ai pris la peine de le déconnecter pour voir un peu l'eau, elle faisait quoi avant de tout boulonner final, disons. Donc, on voit une très, très grande averse. Fait que l'eau arrive par les deux côtés de la toiture. Fait qu'on voit le genre de débit qui arrive. C'est quand même assez intense. On peut pas vraiment faire ça souvent. Là. Donc, on rentre la colonne de 6 pouces. La colonne est pleine. Donc, l'eau ensuite se vide par le bas, puis ensuite vers le haut ici. Donc, dans ce cas-ci, en connectant la sortie d'eau vers la piscine, ben, ça réglait l'overflow. Bref. Après cette pluie-là, disons, le premier bac était plein. J'avais pas encore connecté le deuxième. Fait qu'on on ferme tout. On ferme la sortie d'eau ici. Là, le premier bac est plein. J'ouvre l'eau. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'eau va commencer à couler. Il y a rien, ici, il n'y avait rien de collé encore. C'était pas encore fini au complet. Donc, on ferme le connecteur de ce côté-là. Et quand j'ouvre la valve, l'eau va vouloir rentrer dans le deuxième bac. Par contre, si il n'y a pas de place à l'air pour qu'elle sorte, ben ça ne fonctionnera pas. Donc, ici, j'avais fait exprès, j'avais serré le bouchon. Là, puis regardez bien qu'est-ce qui arrive quand on release le bouchon tranquillement. T'sais, vous voyez, ça, c'est la pression d'air qui sort. À partir de ce moment-là, l'eau peut commencer à rentrer. Fait que le bouchon, en général, ben, en fait, il y a un trou pour laisser sortir l'air. Puis, cette colonne-là, à droite, est assez haute pour que l'eau refoule dans la piscine avant de déborder par ce bouchon-là. Donc, avec les bacs pleins, comme je vous expliquais au début, l'eau refoule dans la piscine. Maintenant, on fait un test ici. On va aller voir de quoi ça a l'air quand on vide un peu les bacs. On va enlever volontairement de l'eau pour que l'eau arrête de déborder dans la piscine. Fait qu'on en enlève un peu. Fait que l'eau, elle a baissé un petit peu dans la colonne d'eau. L'eau continue d'arriver. Puis éventuellement, ben, elle se remet à couler dans la piscine. Et voilà. L'eau qui arrive dans la piscine. Ici, on se rend compte
que quand ça fonctionne bien, en fait, quand les bacs sont pleins et que ça déborde dans la piscine, mais la cheminée qui est ici est assez haute parce que l'eau monte dans la cheminée, c'est de la gravité. On le voit ici, le niveau d'eau, ça c'est pendant qu'on se déverse dans la piscine, donc il fallait quand même le faire assez haut, la cheminée, pour être sûr que l'eau puisse couler dans la piscine. Ça c'est plus tard, quand il pleuvait plus fort, on voit quand même l'overflow dans la piscine qui peut devenir quand même assez intense, puis faire déborder la piscine. Mais comme je disais, ça c'est pas une situation que je suis censé rencontrer souvent parce que les bacs d'eau de pluie, ben moi je veux qu'ils se vident au complet en une semaine, en arrosant la pelouse. Comme j'ai montré dans mon premier vidéo, j'ai un tuyau clair pour m'indiquer le niveau d'eau dans les bacs. Parce que quand même, vu qu'il y a du papier noir, ben on voit pas qu'est-ce qui se passe dans les bacs. Fait qu'au moins cette sortie-là sur le côté me permet de visualiser le tout. Au début, j'ai mis un petit bout de crayon de bois, mais ça fonctionnait pas. Donc j'ai remplacé ça par un ancrage en plastique, puis ça fonctionnait mieux. Fait que c'est un peu quelque chose que je trouve le fun avec ce projet-là. C'est vraiment juste de la gravité. C'est de l'eau et de la pression. Fait que, dans le fond, tout se place avec la gravité. Puis c'est quand même assez simple à comprendre. T'sais. Fait qu'on voit là, le petit bout de bois qui monte, ben c'est là, le niveau d'eau, il était là à ce moment-là dans les bacs quand j'ai ouvert la valve. Le but du système d'eau de pluie, c'est d'arroser la pelouse, d'arroser le jardin. Donc c'est sûr, peu importe ce que les autres youtubeurs vont dire, avec 1 mètre d'eau de pluie, tu fais rien. Il n'y a pas de pression, là. C'est juste une quantité d'eau. Donc ça prend absolument une pompe pour faire quelque chose d'intéressant. Donc celle-là, je l'ai magasiné pas mal. Je l'ai trouvé sur Amazon. La pompe, elle a plusieurs spécifications importantes, dont elle est on demand, donc ça veut dire qu'elle s'arrête quand elle a atteint sa pression. On n'a pas besoin de l'arrêter nous-mêmes. Elle est auto-priming. Si jamais il y a de l'air qui rentre dedans, elle va quand même réussir à se primer elle-même. Elle est 120 volts, pas d'affaire d'énergie solaire dans mon cas. Elle avait une garantie de 4 ans, ce qui est quand même très intéressant aussi. Puis il y a le débit aussi. Donc celle-là a fait, je pense, à spécifier 12,5 litres par seconde. Puis, je vais en parler à la fin, mais j'obtiens 8,5 litres par seconde avec les branchements. Donc, je vous montre un peu de quoi ça a l'air, la pompe. Donc, ici, il est connecté. Dans le fond, il n'y a pas de switch on-off. C'est un peu fatigant, mais d'un autre côté, moi, j'ai pas l'intention de l'arrêter. OK, par là. Fait qu'on l'allume, on voit qu'elle attire de l'air. Dès que je la mets dans l'eau, ben, elle se prime elle-même, puis le filtre venait avec en plus, c'est quand même intéressant. C'est comme le dernier niveau de filtration pour être sûr de pas le mettre à la pompe. Fait que dès qu'on la met dans l'eau, ben, elle tire ce qu'elle a besoin de tirer. Le reste des branchements, le reste de l'utilisation, dans le fond, c'est bien décrit dans le premier vidéo, fait que je répète pas ici, mais vous voyez un peu le résultat final là, avec la pompe, le timer, etc. Donc j'ai fait un test en fin de saison cette année. Donc j'étais quand même curieux de savoir si, tu sais, je disais qu'il tombait 20 mm de pluie, puis que ça allait remplir les bacs, puis tout ça. Fait qu'en fait, ce que j'ai fait, j'ai vidé les bacs au complet, et ensuite, je les ai laissés se remplir au complet en ayant un petit bac bleu de récupération juste à côté pour recueillir vraiment la pluie qui tombait du ciel directement. En fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris le volume d'eau accumulé dans le bac bleu, je l'ai mis dans une tasse à mesurer, j'ai divisé le volume accumulé par l'air à la surface du bac et ça m'a donné 2,1 cm d'eau, donc 21 mm. Donc, mon pari, c'était que vu que je draine 100 mètres carrés, ben, ça prend 20 mm d'eau de pluie pour remplir les bacs. Puis là, ça m'en a pris 21. Fait que c'est super parce que ça fonctionne bien, les maths sont bonnes. Puis ce que ça veut dire, c'est que j'ai probablement un peu plus de tuyaux, ou que c'est bon, c'est pas vraiment exact, mais bref. Fait que si à la météo, il annonce 20 mm de pluie demain, je sais que ça va remplir mes bacs. Si dans la prochaine semaine, il annonce seulement 5 mm de pluie, ben je sais que je vais ramasser seulement 500 litres d'eau et non pas remplir mes bacs au complet. Fait que, bref, c'est quand même bon pour prédire un peu la quantité d'eau qui va arriver. Puis, tu n'as pas besoin non plus de plus de bacs que ça, d'après moi. C'est quelque chose, je pense qu'il faut que tu réfléchisses avant de commencer à enligner 2, 3, 4, 5, 6 bacs. En fait, ça dépend. C'est que s'il pleut juste une fois par mois, mais qu'il pleut en fou, oui, tu as besoin de beaucoup de bacs. Mais s'il pleut régulièrement, non. Je pense que tu es mieux d'avoir un peu moins de bacs. Donc maintenant, combien ça a coûté ce beau projet-là? 1291 $. Donc là-dedans, les deux bacs de 1000 litres livrés, 240 $. Je pense que la colonne de 6 pouces, là, la colonne de First Flush, juste ça, c'est 200 $ parce que c'est du gros diamètre. Donc,
c'est peut-être quelque chose à considérer. La plomberie, c'est définitivement ce qui était le plus cher. La pompe 210, c'est quand même pas négligeable non plus. Donc c'est sûr il y a moyen de faire ça peut-être un peu plus simple. Moi j'ai beaucoup de PVC, j'ai beaucoup de chemin que l'eau prend. On peut peut-être simplifier ça, mettre juste des fils. Tu sais, c'est pas obligé d'être la totale comme ça, mais quand même, ça reste qu'avec le système que j'ai, je suis confiant qu'il va durer plusieurs années, puis que le fait qu'il soit sans entretien aussi, c'est quelque chose de franchement intéressant, là. Donc, dans les prochaines étapes, d'abord, c'est d'installer un système de sprinkler sur le terrain. Donc, je suis en train présentement là, de faire un plan pour essayer d'optimiser comment je vais arroser ça le plus efficacement possible avec le moins d'oscillateurs possible. Ensuite, je vais peinturer le PVC de la couleur de la brique pour les rayons UV, pour préserver le PVC le plus longtemps possible. Ensuite, je veux connecter, dans le fond, la sortie d'eau dans les toilettes, au moins la toilette du rez-de-chaussée, là. Donc, je pense que ça va être assez facile à faire. Et aussi, ben, vous avez vu dans l'autre vidéo, il y a un Y pour décider si l'eau vient de l'aqueduc ou du stand d'eau de pluie. Donc ça, j'aimerais ça que ce Y-là soit mécanique avec une flotte. Donc quand les bacs sont rendus presque vides, la flotte déclenche, puis le Y switch pour utiliser l'eau de la ville automatiquement. Ça serait vraiment l'ultime façon d'être sans entretien, mais il faut que je trouve si ça se fait, puis si ça s'installe, etc. Donc ça va être les défis pour l'année prochaine. Alors voilà, c'était mon système de récupération d'eau de pluie. Salut!